J'ai publié un livre, en tout cas, je suis l'éditeur d'un livre. Alors, alors, il y a des articles qui ont été acceptés pour publication avant la pandémie au Canada. On a pu ajouter un chapitre au livre d'informations supplémentaires sur l'impact de la pandémie, ce qu'on pourrait également appeler une pandémie gériatrique, étant donné l'effet dévastateur sur les personnes âgées. La plupart des auteurs sont des universitaires de plusieurs champs d'expertise et qui sont membres de plusieurs associations professionnelles, ce qu'on pourrait appeler des organisations de la société civile. De plus, il y a d'autres auteurs non universitaires associés à des organisations de la société civile. On m'a demandé de répondre à deux questions. Premièrement, qu'avons-nous appris de la pandémie du COVID-19? Deuxièmement, que devons-nous faire différemment? Débutons, nous avons appris que les taux de décès les plus élevés du COVID-19 sont parmi les adultes âgés, ceux qui vivent dans certains environnements. En majorité, les personnes âgées expérimentent plus de stress, isolement et elles ont d'autres problèmes sociaux ou de santé. Tout cela exacerbe les problèmes. Certains autres groupes d'adultes âgés sont vulnérables. Ça inclut des personnes qui ont des conditions de santé préexistantes, ceux qui ont des défis de santé mentale, ceux qui ont des ressources limitées, les minorités visibles, ceux qui vivent dans certaines régions rurales, sur les réserves, etc. Nous avons appris que les soins communautaires, les soins à long terme peuvent être problématiques pour les personnes âgées. Alors, la pandémie a démontré des problèmes systémiques, par exemple le sous-financement, problème de manque de personnel, formation et rémunération, des manques organisationnels et la fragmentation. Alors, il y a également des problèmes similaires dans les systèmes de soins de santé pour les services aux personnes âgées. Alors, on a mentionné que la pandémie a affecté parfois les droits humains des adultes âgés. De plus, nous avons appris qu'il y avait des manques. Il y avait des manques de données pour la recherche. On connaissait déjà les conséquences à long terme pour ceux qui se rétablissaient, les implications sociales pour la population et les adultes âgés. Ce n'est pas des choses que l'on ignorait avant la pandémie, mais ça nous donne un aperçu d'à quel point parfois nous étions peu préparés, surtout pour la population d'adultes âgés. De plus, on peut considérer d'autres impacts, par exemple des violations des droits humains au Canada. La pandémie a revigoré l'activisme à nouveau, nous démontre que l'on doit répondre à la discrimination de l'agisme. Alors, pour la promotion de la santé, nous arrivons à la deuxième question. Que devons-nous faire différemment pour améliorer la santé des adultes âgés? Nous avons 5 actions suite à la Charte d'Ottawa que nous utilisons comme cadre du livre. Et en ce qui a trait au premier domaine, établir des politiques de santé publique efficaces grâce à un travail de défense de la part d'organisations du public et de professionnels, les gouvernements provinciaux et fédéraux du Canada ont déjà débuté à développer de nouvelles politiques de soins de santé à long terme, des politiques de traitement et de dépistage des victimes de la pandémie, des systèmes de surveillance aussi. Donc, nous devons avoir une réflexion. Nous devons également entamer un travail de lobbyisme, de la collaboration entre les universitaires et la société civile, de manière à pouvoir faire du lobbyisme pour des politiques de santé. En ce qui a trait à d'autres thèmes d'action, on parle en environnement de support, mettre en œuvre des modèles de politique
développer des ressources pour prévenir la victimisation ou la maltraitance, investir dans de nouvelles technologies reliées à l'âge. En ce qui a trait au troisième thème, renforcement des communautés, nous devons permettre aux communautés de prendre le contrôle de leur destinée, de leurs actions, en encourageant et appuyant la participation, la planification et le renforcement des capacités. Donc, nous devons permettre l'accès à l'information fiable et les opportunités d'apprentissage. Nous devons de plus donner de l'appui les communautés de manière plus efficace pour la cohésion sociale ainsi que les mouvements dans les quartiers. Bon, de plus de cela, nous devons créer des opportunités pour travailler au niveau social, aider les communautés à faire le suivi de la santé, que les individus et les communautés aient un contrôle sur les déterminants de la santé, finalement reconnaître l'intersectionnalité, les facteurs auxquels font face les populations vulnérables. Maintenant, concernant le quatrième thème, développer les habiletés personnelles, nous devons appuyer le développement de la littératie numérique et littératie de santé. Alors, il y a des concepts tels que la résilience, le rétablissement, l'apprentissage pour la vie, la formation pour les soignants et les autres intervenants, incluant les personnes âgées. Finalement, le dernier thème, l'orientation des services de santé. Nous devons reconnaître l'appui, le rôle de plus en plus important par les soignants des familles pour les soins alternatifs. Nous devons identifier les défis posés par les groupes interdisciplinaires en assurant des processus dynamiques de prévention et de soins. Également, la pensée innovatrice dans la pratique est nécessaire également dans les environnements de travail. De plus, nous avons tenté d'apprendre du Canada et des autres pays, d'écrire des interventions qui sont nouvelles, quelles sont les différentes tactiques dans plusieurs pays. On doit parler davantage du processus de mort digne. Nous devons permettre des politiques, des législations de soins palliatifs pour que les gens puissent prendre des décisions sur comment ils veulent trépasser. Voilà, ce sont des thèmes entourant les adultes âgés. En conclusion, nous devons partager notre expérience et notre savoir et nous pouvons apprendre beaucoup en collaborant avec les gens et avec la collaboration dans d'autres environnements de travail et d'autres pratiques. J'aimerais remercier les auteurs des chapitres qui ont contribué à la réflexion. Anne-Jay Wister, qui a écrit l'article sur la COVID-19, après que le livre a été accepté pour publication. Également, mon co-éditeur Edward, Frank Edward, et les autres qui ont contribué de manière significative au livre. J'aimerais également remercier tous ceux qui ont participé à ce forum. Merci à tous les participants. Bonjour à tous. Alors voici le titre Améliorer la résilience à travers les NGO. Alors nous devons tous travailler pour la promotion de la santé. Grâce à la société civile, nous pouvons partager nos expériences. La résilience, ce n'est pas seulement une seule habileté, c'est un ensemble d'habiletés dans les communautés pour les rendre plus fortes, ce qui permet l'adaptation et la croissance. Nous avons inclus les jeunes et les femmes dans nos expériences. Les femmes et les jeunes sont les leaders d'aujourd'hui. La force de se connecter, renforcer les communautés, les jeunes et les femmes, et simplement ce que l'on peut joindre, ce que l'on ne peut pas joindre. Donc, connecter les communautés, les ONG et les décideurs, améliorer les projets. Le changement est possible. Créer de nouvelles opportunités, créer le leadership local, contacter tout le monde, ne laisser personne pour compte.
La résilience est un don. Ensemble, nous pouvons améliorer la force de la résilience. Tomber, il faut se relever, s'entraider. Les communautés résilientes peuvent changer le monde. Voici certaines des initiatives que nous avons faites à Bangalore pour créer des communautés résilientes. Nous parlons ici de renforcer les femmes, avoir des leaders femmes. Le premier point, c'est de reconnaître les leaders femmes qui peuvent déléguer les tâches, faire en sorte que les sociétés soient plus résilientes. Ici, nous avons une initiative où nous avons eu une centaine de femmes qui ont eu une vie réussie, sinon elles dépendaient de leur mari alcoolique. L'initiative leur a permis d'être entrepreneurs et de pouvoir aider leur famille, d'envoyer leurs enfants à l'école et d'avoir plus confiance en elles. Très souvent, elles ont eu peu d'appui. Alors, elles devaient s'autofinancer. Voilà pourquoi nous avons créé une initiative de fonds. Ici, vous avez le consul général du Canada en Inde qui inaugure une exposition et vente. Alors, ici, nous avons des peintures en vente. L'objectif, c'est d'appuyer les écoles et la littératie. À nouveau, ici, vous avez un jeune garçon qui a été inspiré par cette exposition, qui a fait une peinture, l'a vendue. Tous les bénéfices, c'était pour les enfants des écoles pauvres. Durant le confinement, nous avons dû nous connecter avec la société et les enfants. Nous avons donné des aliments pour les écoliers et leurs familles, ceux qui étaient enfermés dû au confinement. Alors, les animaux errants ont également été affectés. Ils avaient faim. Donc, nous sommes battus pour eux et nous voulions que les chiens errants puissent être aidés. L'éducation, c'est l'un de nos objectifs principaux pour la résilience. L'éducation, c'est la clé pour faire face aux adversités. Nous devons renforcer les jeunes pour qu'ils puissent faire face aux défis de la vie. Alors, ceci a été fait grâce à l'aide de nos partenaires internationaux. Vous savez, Road Sign de l'Australie. Ici, nous avons l'inauguration d'une école. Nous avons eu l'appui pour bâtir des écoles là où l'éducation serait impossible parce que les jeunes doivent marcher. Ils n'ont même pas de route, de chemin. Alors, nous avons bâti ces écoles pour l'éducation des jeunes. Donner des aliments aux enfants. Les enfants doivent être nourris, surtout en état de croissance, c'est important. Et voici un centre thérapeutique. C'est un centre pour ces gens qui, sinon, seraient abandonnés dans la rue. Ce sont ceux qui sont laissés pour compte. En leur donnant l'opportunité d'aller à ce centre de thérapie, nous avons rendu leur vie meilleure. Alors, donner un abri en cas de désastre naturel, très souvent, ne pas contacter tout le monde. Mais ici, vous voyez que la société civile appuie les gens, c'est essentiel, surtout en cas de désastre. Ici, nous avons une image suite à un cyclone en Inde, et voici des abris qui donnent des outils de base. Nous avons des associés, nous avons l'aide du gouvernement aussi. Alors, nous avons une initiative de vaccination contre la polio grâce à la société civile, grâce aux jeunes qui nous ont appuyés. Cela pour éradiquer la polio de l'Inde. Et nous avons une initiative de conservation de l'environnement. Alors, nous voulons conserver l'eau souterraine. Ici, nous avons un lac. Nous utilisons les géotextiles pour protéger l'érosion des routes. Ainsi, les communautés ont accès à l'eau potable autour des villages. Alors, nous voulons également faire la promotion de pratiques de santé hygiénique pour les menstruations, pour les jeunes filles. Ainsi, les jeunes filles ont confiance en elles, elles peuvent aller à l'école sans problème. Et il y a également l'activité physique pour les enfants, sinon ils n'ont pas l'opportunité de faire de sport. Nous leur permettons d'organiser des événements annuels. Ici, vous avez une compétition de natation et nous avons reconnu les jeunes
talents, ceux qui deviennent des champions nationaux et internationaux. Alors, il y a eu un manque de sang durant la pandémie. Notre organisation a tenté d'aider les gens à avoir accès à un peu de sang. Alors, les dons de sang se sont faits à l'intérieur. On a pris toutes les précautions nécessaires durant la pandémie. L'objectif, c'était d'avoir au moins un peu de réserve de sang. Alors, Napoleon King a dit qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. La résilience peut faire face à l'adversité. Merci beaucoup de votre écoute. Hello everyone, my name Bonjour à is tous. Ici Veronica Chior du Kenya. Et je suis Benjamin Masila du Kenya. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'expérience du Kenya durant la pandémie du COVID-19. Nous décrivons le rôle des officiels de santé ainsi que les officiels environnementaux. Alors ici, vous avez les données, le nombre de cas et le nombre de morts au Kenya dû au COVID-19. L'impact de la pandémie au Kenya, c'est que 86% des Kenyans ont rapporté un manque de revenus depuis le mai 2020 en raison de la pandémie. De plus, nous avons vu des taux élevés de jeunes filles enceintes, des fermetures d'écoles. Alors, 7 sur 10 Kenyans ont rapporté des conflits domestiques, de la violence domestique. Alors, il y a un manque d'accès à l'hygiène, aux produits de santé menstruelle. Et nous avons également observé un accès inadéquat à l'eau potable. Cela a mené à des stress plus élevés, augmentation de crimes, des enfants disparus, une augmentation de pollution et une dégradation. Également, alors on parle ici la mauvaise disposition des masques et des produits d'hygiène, également des conditions de travail peu favorables durant la pandémie, ce qui fait que les officiers de santé publique, les officiers d'environnement public sont parmi les plus vulnérables et ceux qui sont négligés. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place au Kenya? On parle de mesures et comportements, par exemple le lavage des mains, la distanciation physique, les gestes barrières, l'utilisation de masques faciaux, également les interventions au niveau communautaire. On parle de sécurité communautaire, c'est-à-dire que il y a les forces policières et les officiers de santé publique qui sont formés pour communiquer et pour pouvoir être responsables au niveau de la santé. Il y a également eu des stratégies de santé, parfois au détriment de stratégies de prévention de la population, surtout durant la pandémie. Mais ça signifie que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été efficace pour contenir les cas chez les jeunes, en tout cas localement, ça n'a pas été suffisant. Oui, il y a eu des préoccupations émergentes par rapport au contentement de la pandémie. On parle d'une attitude très détendue parmi certains membres de la communauté par rapport aux mesures de prévention. On parle de réouverture des bars. On parle également de réouverture des écoles sans mesures adéquates. Parfois, les mesures n'ont pas été bien appliquées. Ça signifie des risques. Et donc, justement, nous avons vu que le taux d'approbation des gouvernements durant la pandémie a baissé constamment. On a parlé de stigmatisation au sein de la communauté. Alors, parce que nous voyons comment atténuer les problèmes de la pandémie pour l'implication de la communauté,
Alors, on parle de fournir des informations précises, reconnaître le rôle des membres de la communauté, utilisation d'un dialogue à deux sens, l'éducation de la pandémie. Alors, on parle de l'utilisation de l'information contextualisée dans les deux sens. C'est très important pour la communauté. Donc, on doit se concentrer sur le travail avec les représentants de la communauté de base. Alors, comment bâtir la résilience pour des communautés plus en santé? Au Kenya, il y a plusieurs travailleurs qui peuvent travailler pour la prévention de la santé, mais pour aller vers la résilience, on a besoin d'un certain contrôle dans les communautés. Ça veut dire que les officiers de santé publique et les officiers de santé environnementale peuvent jouer un rôle plus important. Alors ici, vous avez ces officiers de santé publique, officiers de santé environnementale qui peuvent avoir un diplôme. On parle de personnes qualifiées qui sont approuvées. On parle de l'application de plusieurs lois de santé, de formulation, mise en œuvre, interprétation des politiques de santé. Et on parle de planification et de promotion de la santé par l'entremise de ces officiers de santé. Alors ici, vous avez les tests qui se sont intensifiés, les dépistages, les interventions. Et grâce à une initiative, le gouvernement et les NGO ont pu mettre en œuvre un programme de résilience. Vous avez le programme de santé publique qui a travaillé main dans la main avec les OGN pour former des travailleurs, améliorer la santé des communautés ainsi que la littératie. Donc, il y a des manques, des considérations pour de nouveaux programmes, des considérations durables, ainsi que peu d'appui de la part des partenaires privés pour la santé publique, surtout dans la région de Transnizola. En conclusion, quels sont les messages principaux de notre présentation? C'est qu'au Kenya, nous devons faire davantage la promotion de la santé, nous devons outiller les gens, nous devons reconceptualiser les approches de promotion de la santé localement en utilisant des informations culturellement sensibles, des informations contextualisées et simplifiées pour encourager les individus, les communautés et au-delà, nous devons réorienter les systèmes de santé pour non seulement reconnaître le rôle de la promotion de la santé pour la préparation aux pandémies et la réponse, mais également pour être résilient pour la promotion de la santé. Finalement, reconnaître la réaffirmation du rôle unique joué par les officiers de santé publique et officiers de santé environnementale, donc agents de promotion de la santé et son application à la fois dans le contexte intersectoriel, dans le système de santé, également dans des approches multisectorielles comme à l'extérieur des systèmes de santé pour pouvoir mieux répondre aux urgences de santé. Merci. Merci. Bonjour. Alors, est-ce que les organisations non gouvernementales peuvent avoir un impact significatif en promotion de la santé? Oui, assurément. Dans les milieux de travail notamment. On le retrouve d'ailleurs dans le contenu même de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, qui prescrit que la façon dont la société organise le travail doit être une source de santé pour la population. Et ici, au Québec, des entreprises de tout secteur d'activité s'inspirent de plus en plus de bonnes pratiques en matière de santé et de mieux-être. Il existe un référentiel important, de même qu'une démarche entreprise en santé qui guide les employeurs dans ce sens, avec des mesures concernant les habitudes de vie, la conciliation travail-famille, les pratiques de gestion et l'environnement de travail au sens large. Et on en tire donc des bénéfices significatifs pour les entreprises, pour les employés et même pour l'ensemble de la société.
En effet, par exemple, on constatera des améliorations dans les indicateurs de santé suivant une meilleure alimentation ou plus d'exercice que pratiquent les employés. Également, moins d'absentéisme, un climat positif qui se développe dans l'organisation, des relations de travail améliorées, de même qu'une fidélisation de la part du personnel, un personnel de plus en plus engagé. Également, la rentabilité qui s'améliore, de même qu'une saine productivité qui se développe, et des externalités même positives, puisque les employés sont également des leaders dans leur milieu de vie. Ce sont des personnes qui, comme parents, comme grands-parents ou comme personnes s'impliquant dans leur communauté, incarnent un modèle santé qui influence leur entourage. Donc, également des avantages pour l'ensemble de la société. Ce sont des pratiques dont s'inspirent de plus en plus d'organisations au Québec. La mobilisation est en cours. C'est une mobilisation qui origine justement d'un organisme non gouvernemental, le groupe Entreprises en santé. Et pour nous, il est important pour ce groupe-là de sensibiliser donc les employeurs aux meilleures pratiques, de les outiller, de les soutenir, de les reconnaître. Et nous avons développé tout un réseau de chercheurs, par exemple au niveau universitaire, la communauté Entreprises en santé que nous avons initiée, où on retrouve de plus en plus de personnes intéressées, des entreprises engagées qui deviennent membres du groupe Entreprises en santé, et également un tas de partenaires privés et publics, de même que des conseillers en santé et mieux-être qui nous épaulent dans tout ce travail de mobilisation. Et tout ceci pour avoir des entreprises proactives dans des démarches structurées et accessibles répondant aux meilleures pratiques. Et notamment la démarche Entreprises en santé, qui est d'ailleurs intégrée maintenant à une importante politique de prévention en santé du gouvernement du Québec et à son plan d'action gouvernemental qui en a découlé récemment. Maintenant, qu'en est-il dans le contexte de la pandémie? Eh bien, ce qu'on constate, c'est que les priorités maintenant des entreprises, depuis mars 2020, vont à s'adapter à cette nouvelle réalité en intégrant la santé comme priorité. C'est un effet d'éveil, un effet révélateur, notamment pour la santé psychologique. Alors, nos contributions dans le contexte actuel de la pandémie sont les suivantes. D'abord, on a intensifié nos activités en ligne, bien sûr, les webinaires thématiques, les formations, les accompagnateurs notamment, et les résultats nous apparaissent assez probants. Premièrement, nous rejoignons aujourd'hui 10 fois plus de personnes et d'organismes qu'en mars dernier. Les entreprises qui avaient déjà mis en place des démarches Entreprises en santé avant la crise, ce qu'on constate, c'est qu'elles ont su rebondir plus rapidement. Également, ce qu'on constate, c'est une augmentation de l'intérêt par rapport aux outils en santé mieux-être et aux démarches de type Entreprises en santé. En conclusion, oui, les organisations non gouvernementales peuvent avoir un impact significatif en promotion de la santé. Et il est rentable pour des employeurs, des organisations d'investir en prévention dans leur milieu. Prévention donc au niveau du personnel et non seulement dans une prévention au niveau des équipements ou des machines. On le comprend bien. Ce que donc nos employeurs comprennent de plus en plus. Merci. Good morning. Good afternoon. Bonjour, bon matin, bon après-midi, bonsoir. Je m'appelle Jenny Miller. Je suis la directrice générale de l'Alliance pour le climat de la santé mondiale. Le son a été perdu, malheureusement. Alors, ce sont des partenariats au niveau de la société civile et surtout avec ce groupe de travail de la société civile sur le climat et la santé.
Donc, ce groupe de travail veut avancer les actions au niveau du climat et de la santé, et cela a été établi au mois de mai l'année passée. Ça semble être une éternité maintenant. Et c'est avec le directeur général Tedros, et cela il est composé de 13 organisations au niveau de la santé qui ont toutes été actives au niveau des changements climatiques de diverses géographies, de différentes professions au niveau de la santé et différents types d'organisations aussi. Et le but de créer ce groupe de travail, c'était de formaliser et de renforcer la collaboration entre l'OMS et la société civile sur le changement climatique pour que nous puissions pousser pour davantage d'actions afin de protéger la santé. Voici les membres du groupe de travail, le groupe de travail inaugural. L'OMS et mon organisation, nous coprésidons ce groupe. La moitié de ce groupe travaillera en rotation à chaque année. Dans notre première année, bien que nous étions occupés à démarrer, nous avons quand même accompli certaines choses dont nous sommes assez fiers. L'un de ces accomplissements démontre la collaboration potentielle entre l'OMS et notre société. En travaillant ensemble pendant les négociations au niveau du climat en 2019, nous avons été en mesure d'inclure la santé dans la couverture médiatique des négociations des Nations unies au niveau du climat. Alors, il y a eu plusieurs références à notre égard. Alors, nous avons travaillé sur quoi cette année? Comme nous le savons tous, cette année a été dominée par la pandémie mondiale. La communauté de la santé a été sur la ligne de front de plusieurs façons. Mais la pandémie a aussi eu des conséquences économiques. Et rapidement, les gouvernements ont tenté de trouver des moyens de répondre à ces impacts économiques. Au début mai, au niveau mondial, il y a eu des stimuli entre 12 et 15 millions de milliards de dollars US pour traiter ces impacts économiques. Toutefois, moins de 0,2% étaient investis dans des priorités climatiques. Les émetteurs de carbone voulaient avoir des exceptions, restrictions, etc. Donc, les communautés climatiques et de la santé, bien que plusieurs étaient impliqués dans la réponse à la pandémie, nous étions alarmés. En réponse à cela, avec le groupe de travail, nous avons formulé une lettre à l'intention des leaders des pays du G20, exigeant que tout investissement dans des fonds de relance devrait aussi soutenir de l'eau propre, de l'air propre et un climat plus stable pour que nous puissions prévenir la prochaine crise au niveau de la santé et préparer un avenir plus sain pour tous. Une lettre qui a trouvé preneur dans la communauté de la santé et nous avons eu des signatures représentant plus de 40 millions de professionnels au niveau mondial. Et pour un contexte ici, de une moitié jusqu'à 2/3 des professionnels au niveau mondial. Ce niveau de réponse et engagement a engendré une couverture médiatique partout dans le monde. Il y a eu des commentaires dans des journaux médicaux, des publications médicales. Il y a eu des représentations dans certains pays à partir de cette lettre. Et nos sources diplomatiques nous ont informé qu'environ 2/3 des leaders du G20 ont été ébranlés par cette lettre. De plus, avec cela, l'OMS a publié un manifeste pour la relance de la santé. Et cela a envoyé un message de la part de l'OMS. Avec le groupe de travail, nous allons livrer une lettre fournissant des demandes au gouvernement provenant de la société civile et avec cela, l'OMS, avec leur manifeste, qui s'adressait au gouvernement et comment les gouvernements pouvaient prendre action à cet égard.
ce qui a fonctionné. Il y avait plusieurs facteurs qui ont fait que cette lettre a réussi à trouver preneur. Ce que je veux souligner ici, c'est que cela dépendait de la sensibilisation via les réseaux de santé. Et le groupe de travail, les membres de ce groupe ont vraiment approché leur réseau respectif et nos membres et nos partenaires ont rejoint leur réseau et leurs partenaires et c'est ce qui a fait que cette lettre a eu un impact. Alors, pour cette année, nous nous attendons à quoi? Il y a plusieurs activités qui veulent faire en sorte que ce message soit entendu, que l'action climatique est urgente et que cela doit être intégré à notre réponse à la pandémie. Alors, ce qui est en caractère grand ici, ce sont des activités du groupe de travail. Je vais vous laisser avec 3 messages essentiels pour la promotion de la santé. En tant que communauté de la santé, nous savons que nous ne pouvons pas mettre de côté des conditions sous-jacentes lorsqu'on doit traiter une condition. Nous devons gérer les changements climatiques pour protéger la santé mondiale. Nous devons demander à nos gouvernements nationaux d'arrimer leur plan d'action climatique avec les buts et les objectifs de l'entente de Paris, de mettre la santé au centre de cela. Et nous continuons à demander une réponse intégrée à la pandémie globale qui traitera de façon équitable la pandémie comme telle et renforcera nos systèmes de santé, qui investit dans un climat stable et une économie juste et équitable et qui inclut des leaders au niveau de la santé lorsque ces décisions sont prises. Merci. It's my turn. Alors, c'est mon tour. Merci à tous les orateurs. Aujourd'hui, nous vivons de l'innovation. Alors, nous allons terminer d'une façon inattendue. Notre séance, c'est de l'organisation de la société civile pour avoir un impact, des solutions impact. J'aimerais partager avec vous 2 références chocs basées sur les mécanismes de société civile pour la couverture des observations récentes. En avril 2020, quelques semaines après le début de la pandémie, nous avons eu un questionnaire à l'échelle mondiale par rapport à la participation de la société civile dans la réponse à la COVID-19. Nous avons eu 200 réponses de partout au monde. Le résultat est décourageant. En quelques mots, la société civile est à l'avant-plan de la pandémie de la COVID-19, de la voix et du rôle des organisations de la société civile n'ont pas assez d'attention de la part du gouvernement et d'organismes publics. En septembre 2020, donc il y a quelques semaines, la même source d'information a publié un plan avec peu de changements. Le gouvernement ne peut se permettre d'attendre à la fin de leur réponse d'urgence pour s'engager avec la société civile et rechercher leur leadership. Tout retard à écouter les voix communautaires pourrait faire reculer les progrès faits à l'accès universel. Et il en résultera davantage de gens qui seront dans la pauvreté, nous aurons davantage de maladies, il y a des communautés qui seront marginalisées. C'est si la charte d'Ottawa a le rôle, c'est comme si ces ententes n'existaient pas. C'est triste, très triste, et plus que jamais, nous devons aller chercher davantage d'initiatives de co-conception et de pousser les gouvernements pour considérer non seulement de travailler sérieusement avec le CSO, mais de façon respectueuse. J'aimerais ajouter un commentaire au niveau
internationale. L'Alliance pour la promotion de la santé devrait être en lien avec l'OMS. Plus que jamais, il est temps de se réveiller. Donc, j'espère que la présentation a été aidante pour pouvoir changer cette perspective. Donc, nous allons maintenant accueillir des commentaires et des questions. Est-ce que je peux voir ici? Avons-nous des commentaires et des questions pour nos panélistes? Je ne vois aucune question, aucun commentaire à date. Est-ce que certains de nos panélistes aimeraient commenter l'une ou l'autre des présentations? Encore une fois, si l'un de nos panélistes aimerait ajouter une observation, un commentaire, le micro vous appartient. Oui, je voulais tout simplement, j'aimerais commenter en lien avec pour l'utilité de la promotion de la santé aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné dans ma présentation, nous utilisons cela comme travail de formation pour nous avions une section de chacun des 5 domaines de la Charte d'Ottawa. Et cela a très bien fonctionné, mais il y avait certaines composantes qui devaient être améliorées. Et plus tôt cet été, nous avons eu la visite de Don Nopping à Vancouver et il a donné une présentation sur ce qui doit être changé, modifié dans la Charte d'Ottawa. Et j'ai cru qu'il serait peut-être utile pour les gens de connaître quelques-unes de ces suggestions qui ont été proposées. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler des 5 composantes et je vais vous proposer une de ces suggestions pour vous donner une idée de la direction que cela prendra. Pour ce qui est de politique publique saine, il a suggéré que nous devons nous adapter pour que ce soit pertinent pour les structures politiques et gouvernementales partout dans le monde afin de mieux refléter les impacts de politiques déterminées à l'échelle locale. Alors, c'était une très bonne suggestion qui a été faite ici pour enrichir la politique les politiques de santé publique dans cette charte. Deuxièmement, pour l'action communautaire en lien avec la santé, il a suggéré que nous devrions établir des partenariats avec la société civile et des organismes qui ont une voix crédible dans les communautés. Souvent, les gouvernements ont de la difficulté à le faire. Pour la promotion et le développement accru d'approches basées sur les systèmes, il a suggéré qu'au niveau international et national, nous devons faire davantage de représentation pour des actions en lien avec les menaces environnementales, en lien avec la santé. Ça faisait partie de la dernière présentation. De développer les compétences personnelles, il a suggéré que nous devons aller chercher le potentiel de nouvelles technologies pour créer des sources fiables pour minimiser les torts. Et finalement, pour la réorientation des services de santé, il a noté que les services de santé de base, c'est la première approche à avoir en lien avec la santé publique. Et il y a certaines communautés qui ont davantage de difficultés à cet égard. Et nous devons mettre l'accent sur les aspects interreliés, intersectoriels pour la santé mentale et pour le mieux-être. Il y a aussi une approche holistique pendant toute la vie des gens. Voilà
quelques éléments mentionnés pour améliorer la charte d'Ottawa. Alors, j'espère que cela pourra vous aider dans notre discussion. Merci beaucoup, Irv. Aussi, Jenny, vous vouliez commenter aussi? Oui, je crois que c'est une question pour quelques-uns des panélistes. Mon accent est davantage sur la représentation au niveau public et des gouvernements. Nos présentateurs proviennent du côté de la promotion de la santé et je suis plus intéressée à notre orateur indien. Et est-ce que vous voyez cela comme étant compatible, cette représentation? Est-ce que nous pouvons le faire ensemble ou est-ce que ce sont deux fonctions complètement séparées dans l'espace de la promotion de la santé, dépendamment des cultures? Donc, sur le terrain, avec les communautés, et la représentation que nous devons faire et la défense que nous devons faire pour créer les bonnes conditions pour la bonne santé. Véronica, Elisabeth, est-ce que vous aimeriez répondre à cette question? Oui, Elisabeth. Ou allumez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Et je suis d'accord avec vous que la représentation et la défense et la participation communautaire vont ensemble. Du travail sur le terrain, la représentation va travailler côte à côte. Je ne crois si les discussions en conseil d'administration ne rejoignent pas les gens sur le terrain et les besoins de la communauté, ces réunions n'ont aucune pertinence pour les communautés. Donc, nos discussions doivent se traduire dans des actions. Merci, Elisabeth. Véronica, aimeriez-vous ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter que oui, effectivement, la défense ou la représentation sur le terrain, ça va ensemble. Les discussions dans les communautés où nous tendons à avoir certaines structures, une certaine hiérarchie. Donc, cette approche de représentation, nous trouverons que dans ces communautés, les gens, nous écoutons certaines personnes plus que d'autres. C'est plus que la promotion de la santé. Nous n'avons aucun choix que de le faire. La représentation doit passer par là, engager la société civile, les gens sur le terrain. C'est plus facile de digérer les informations lorsque c'est localement pertinent et approprié. Merci, Véronica. Ensuite, Roger. Et nous aurons des questions de la part des participants. Roger, nous allons tenter d'être aussi clairs que possible en anglais. Afin d'être reconnus comme de bons partenaires avec les gouvernements, premièrement, nous devons baser nos actions sur la science et les pratiques exemplaires. Donc, de travailler avec des universités, des centres de recherche, etc. Et aussi, nous devons développer le meilleur réseau possible au niveau local, provincial, national et même international. Si nous voulons être entendus et compris de nos représentants élus. Et en référence à ce dernier commentaire, aussi Véronique et Benjamin en ont parlé lorsqu'ils ont parlé du pouvoir de la connectivité et l'importance de la communauté pour que nos actions réussissent avec force dans la promotion et la prévention. Merci, Roger. J'ai une question ouverte pour vous tous, alors soyez bien à l'aise d'y répondre. Que pensez-vous serait le rôle exact des organisations de société civile par rapport à la pandémie qui crée des écarts entre le secteur privé et le gouvernement? Pouvez-vous donner des exemples de différence entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile? Donc, c'est une question ouverte. Elisabeth, s'il vous plaît. Je crois
que le leadership local qui peut rejoindre les gens. Alors, ça doit passer par là pour les politiques. Donc, c'est d'encourager le leadership local. C'est très important. Et nous avons vu pendant cette pandémie que 70% de fait de rejoindre les populations étaient gérés par des NGO. Oui, nous avons déjà de très bons réseaux qui sont ouverts à... Au groupe Entreprises en santé, ce sont les entreprises du Québec. On est déjà en contact avec eux et on connaît avec elles. In contact with them, and we're ready to react very rapidly in such a context, in the context of the pandemic. No problem about that. What is important is to be able to work with them with the full support of our government. That was our priority, which happened indeed. So our government, I would say, manage the overall portrait of the pandemic and how we can react about that. And you can count on us to have very positive actions on every people in organizations, in enterprises that need responses, need solutions adapted to their own context. Thank you, Jenny, please. Yes, thank you. Excellent question. And I think my angle on it is to highlight the là-dessus serait de souligner les façons dans la société qui a été approchée par les gouvernements et le secteur privé par rapport à leur réponse à la pandémie. Il y a eu des appels pour plus de justice sociale et d'équité sociale, s'assurer qu'il y aurait une relance verte, des investissements dans les systèmes de santé avec la vision d'aller de l'avant. Donc, toutes ces sortes de demandes de la part de la société civile, le gouvernement a répondu en considérant qu'est-ce que nous faisons pour cette crise. Le secteur privé a aussi répondu, surtout autour de la crise économique ou dans certains cas à cette crise. C'était le rôle de la société civile de dire il y a un contexte plus élargi à cet égard et nous n'aurons pas une relance juste et équitable et durable si nous n'élargissons pas notre perspective et si nous ne tenons pas compte de ces facteurs maintenant. Herpley, s'il vous plaît. Roger a mentionné l'importance des universitaires et je veux dire que dans la création de notre livre, nous avions des gens non seulement au niveau de la promotion de la santé, mais de la gérontologie, travail social et tout un éventail de pratiques professionnelles. Mais cela a été très utile et ces personnes de divers champs d'expertise ont pu rassembler leurs réflexions par rapport à la promotion de la santé. Donc, nous devons tenter de travailler avec tous ces champs d'expertise qui sont même reliés de près ou de loin avec la promotion de la santé. Et je crois aussi que nous devons établir des relations avec la société civile. Je ne vois pas que ça se produit souvent présentement et je suis victime moi-même de ne pas le faire, mais je commence à constater combien la société civile est importante et je crois que nous devons beaucoup à contribuer. Et en passant, nous avons cette sorte de collaboration entre experts et
champ d'organisation. Chacun tente de voir comment ce qu'ils font et comment ils peuvent mieux aider les organisations à jouer un meilleur rôle et à être un meilleur endroit. Mais comme je l'ai expliqué dans l'introduction, la situation est la même. Nous avons besoin davantage d'implication de la société civile. C'est basé sur une enquête. Nous devons trouver l'inspiration et une bonne étude de cas où nous pourrions expliquer cela. Voici, ça pourrait fonctionner si nous pouvions rencontrer ces conditions. Je voulais tout simplement les différences entre le gouvernement, le secteur privé et le groupe de travail. Dans plusieurs communautés, nous avons vu où il y a certaines entités qui sont peut-être des obstacles, le président ou leur politique. Alors, cette connexion ou ces connexions par opposer à la société civile où les communautés travaillent quotidiennement, de trouver de meilleures façons dans leur approche. Vous voyez les différences évidentes par rapport aux réponses entre le gouvernement et l'entreprise privée. Comme Jenny l'a dit, il y a des résultats, mais la société civile va considérer le processus et une approche axée sur les droits ou sur le droit en traitant cette pandémie. C'est facile pour le gouvernement de dire, bon, il faut que les gens fassent les choses comme il faut, mais la société civile va dire non, nous devons mettre l'accent sur le changement de comportement et de mieux communiquer et de mieux représenter, d'apporter un sens plus humain à toute cette approche. C'est là la grosse différence et c'est pour cela que la société civile est si importante. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait nous donner le mot de la fin. Peut-être que Benjamin a quelque chose à dire. Oui, Benjamin, allez-y, s'il vous plaît. Il faut allumer votre micro. Voilà. Désolé. 1 minute. Pour la plupart des expériences que nous avons vues au Kenya, la société civile, c'est surtout les travailleurs au niveau de la promotion de la santé, donc le gouvernement met l'accent davantage sur l'aspect correctif de la santé et la promotion de la santé au pays est dirigée par la société civile. Donc, c'est une très grande opportunité d'harmonisation de nos opérations entre le gouvernement et les sociétés civiles parce que vous trouverez que il y a des bénévoles et l'approche au niveau de la santé dans les écoles. Ça fait partie des stratégies de la société civile, dépendamment de leurs organismes, de leurs partenaires financiers et ce que la société veut établir. Mais c'est une très grande opportunité pour voir comment nous pouvons harmoniser nos opérations de part et d'autre, parce que la société civile, c'est très important. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, nous arrivons à la fin de notre séance. J'aimerais vous remercier tous pour la préparation, la présentation. C'est nouveau à découvrir avec cette technologie. C'était différent pour moi de faire des introductions à la fin de la séance. On ne sait jamais ce qu'on va vivre ici. Alors, j'espère que c'est répondu à vos attentes et merci encore une fois. Restez en sécurité. Merci.